Alors bonjour Claire Sévrac, merci d'accorder cette interview pour le site penserlibrement.fr. Bonjour. On va essayer de faire une petite interview pour savoir un peu plus sur toi et le phénomène Claire Sévrac. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as été également auteur-compositeur-interprète. Ouais. C'est ça? Pas beaucoup interprète, mais beaucoup auteur. Beaucoup auteur, oui. On sait que tu as travaillé avec des personnes très très connues comme Gloria Gaynor ou Stevie Wonder, entre autres. Et tu as chanté, enregistré plusieurs chansons avec David Soul, justement. Ouais. On discutait tout à l'heure, l'acteur de Starkey Hutch, pour ceux qui ne reconnaissent pas le nom. Et tu as écrit aussi en France pour des chanteurs comme Alain Barrière ou Lame ou Julie Zenati. Ouais. Pourquoi tu es passé de l'écriture de chansons à des livres? Bah, je pense que... En fait, j'étais déjà passée de sciences politiques à la chanson. Et je pense que ce qui m'intéressait, c'est le monde, ce qui se passe dans le monde, quoi. Donc, et puis la musique, en fait, quand je suis rentrée des États-Unis, la musique était plus très intéressante en France. Et puis, il y a eu le phénomène du H1N1, et donc j'ai commencé à m'interroger sur... ça faisait un bon bout de temps que je m'interrogeais sur le système de santé tel qu'on nous le présentait. Et voilà, j'ai commencé à chercher pour le H1N1 et avec ce que j'ai trouvé, j'ai évidemment eu envie d'écrire et de dire ce que je pensais. Ouais. Avant d'écrire sur la santé, tu as écrit certains livres sur le foot, sur Dalida par exemple, et Claude François. Est-ce que c'était une passion aussi ou c'est plus un... Non, c'est-à-dire que la seule chose que j'ai fait de toute ma vie, ça a été écrire. Écrire, ouais. J'ai jamais fait un autre métier qu'écrire. Donc, il y a des choses que j'écris par passion, comme les bouquins sur la santé, etc. Et puis il y a d'autres choses que je fais, soit que je faisais, parce que là j'ai plus vraiment le temps, mais que je faisais parce qu'on me le demandait, comme c'est un métier que je connaissais bien. On m'a demandé effectivement d'écrire certains livres sur la musique. En l'occurrence, voilà, Dalida, etc. Je les ai écrits parce que c'est pas vraiment de l'écriture, c'est des témoignages de gens parce que je connaissais le métier et qu'il vaut mieux prendre quelqu'un qui connaît le métier pour écrire des livres sur la musique que des gens qui connaissent pas la musique. Et comment t'es venu l'idée de passer de thèmes comme ça plus passe-partout avec des thèmes aussi compliqués, on va dire, et aussi dangereux que tes 3 derniers livres, on va dire, comme Le complot contre la santé, La coupe est pleine, ou le dernier, La guerre secrète contre les peuples. Mais c'est pas que je suis passée de l'un à l'autre, ouais. C'est que c'est comme n'importe qui, tu te lèves le matin et il y a des choses qui t'intéressent, tu peux aussi bien t'intéresser au foot qu'à la musique et à autre chose. Moi je vivais de la musique, de l'écriture de chansons, mais je m'intéressais aussi aux problèmes de santé et à tout ce que je voyais que je trouvais bizarre et que j'avais pas eu le temps d'investiguer. Et quand j'ai commencé à voir qu'il se passait des choses sur le H1N1 et à chercher, j'ai basculé automatiquement. C'est-à-dire que le seul luxe quand tu es auteur, c'est de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. C'est pas tellement, c'est pas un métier qui est spécialement lucratif par rapport à des tas d'autres choses, mais au moins tu as, le luxe, c'est de pouvoir faire ce que tu veux. Donc quand j'ai vu que ce qui se passait dans la santé était super intéressant, parce que j'ai pensé que si moi j'étais pas au courant, il y avait des milliers de gens qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Et aussi j'ai été très très en colère quand j'ai vu la façon dont je m'étais fait manipuler pendant des années sans comprendre ce qui se passait. Je me suis dit qu'il fallait absolument que les autres le sachent aussi. Parce que par exemple, ton livre Complot contre la santé, par exemple, tu déclares les arnaques, on va dire, de l'AFSAPS, par exemple, qui changent de nom, tout simplement, des créations de fondations bidons pour juste pour de l'argent, on va dire. Tu parles aussi de l'OMS, des problèmes qu'ils ont fait avec le niveau 6 par rapport au H1N1. Est-ce que depuis tu as parlé de tout ça, est-ce que tu as vu quelques changements ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Non, non, mais c'est pas un système qui est fait pour évoluer. Quand il y a un scandale et qu'on nous dit non, mais on va faire une commission parce que il faut plus jamais que ça arrive, on va être très vigilant, etc. C'est du pipeau, parce que ils savent très bien que le système est fait pour fonctionner comme ça. Pour la bonne raison que l'AFSAPS, d'abord ils sont financés à 83% par les labos.
Et ensuite, les experts, beaucoup des experts qui siègent à l'AFSAPS ou dans les commissions de santé sont appointés par les laboratoires dans des tas d'autres choses. Alors, c'est pas forcément de l'argent qu'ils reçoivent directement. Ça peut être pour acheter du matériel, ça peut être pour leur fondation, ça peut être des voyages, pas à Berck-sur-Plage, hein, en général, c'est dans des endroits, pardon pour les habitants de Berck, j'ai rien, mais je veux dire qu'ils vont plutôt à Tahiti ou dans des endroits sympas. Donc voilà, et puis ceux qui ne sont pas corrompus et qui voudraient faire leur travail consciencieusement, ils ne peuvent pas pour la bonne raison qu'il n'y a jamais de contre-expertise. C'est-à-dire que les labos donnent leurs produits à l'AFSAPS qui ont le droit de dire oui ou non, mais sur les données du labo, donc c'est complètement faussé. Et d'ailleurs, on le voit bien quand il y a eu le scandale du Mediator et qu'ils nous ont dit oh là là, vraiment, si ça s'est passé comme ça n'arrivera plus. On va faire une commission. À la sortie de la commission, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé toute la corruption, ils ont changé le nom de l'AFSAPS, ils l'ont appelé Agence nationale de sécurité du médicament. Voilà le seul changement, donc rien ne changera jamais. C'est fait pour fonctionner comme ça, c'est fait pour nous empapaouter. Est-ce que depuis que tu as révélé tout ça, est-ce que tu vois autour de toi plus de personnes qui sont au courant de toutes ces magouilles? Oui, mais je ne suis pas la seule à le dénoncer. Peut-être que quand j'ai sorti le complot, enfin, d'après ce que les gens me disent, c'est surtout parce que j'ai fait une synthèse de la situation. Parce qu'il y avait certaines personnes qui dénonçaient les vaccins, d'autres qui dénonçaient des tas de petits trucs. Peut-être que le petit plus qu'a eu ce bouquin, d'après ce que les gens me disent, c'est que j'ai donné une vision globale de la situation. Mais non, il n'y a rien qui changera, c'est comme dans tout le reste. Il n'y a rien qui changera tant qu'on n'aura pas donné un énorme coup de pied dans la fourmilière. Parce que là, tu sors un nouveau livre, donc la guerre secrète contre les peuples, qui est un carton d'ailleurs, et tu remets ça avec des nouvelles assez chocs pour les gens qui ne sont pas au courant de tout ça, comme les chemtrails, le projet ARP, entre autres. Quel accueil a ton livre pour l'instant? Il démarre très très bien. Après, il y a beaucoup de gens qui commencent à effectivement se poser des questions. Donc là aussi, ils sont contents de trouver une enquête où j'ai mis 3 ans, hein, c'est pas rien. 3 ans à pas dormir parce que c'est absolument angoissant d'aller te coucher à 5 heures du mat et de pas savoir si tu auras la réponse ou la suite ou si tu vas comprendre ce qui se passe le lendemain. Après, il y a les jours où tu comprends vraiment un truc énorme et là, tu te fais vraiment très peur. Et c'est un gros morceau, quoi. C'est énorme comme morceau. On a vu qu'il y avait tu as trouvé des informations assez secrètes quand même. Est-ce que tu as quelqu'un de haut placé? Est-ce que tu as des gens qui te tiennent au courant ou tout a été fait par toi-même? Non, j'ai pas de gens haut placés. J'ai des gens qui sont comme moi, qui cherchent un peu dans tous les pays du monde. Donc, depuis le complot, justement, je suis en relation avec ces gens-là. Et on s'échange des informations. Dès qu'il y en a un qui a une information qui est pas, enfin, je veux dire, qui est pas à la portée de tout le monde, on se les échange, oui. Non, je ne connais pas spécialement de gens haut placés, mais je suis en relation depuis le complot avec les lanceurs d'alerte comme moi, un peu partout dans le monde entier. Et donc quand on a une information qui peut aider l'un ou l'autre, d'ailleurs, on se la passe, quoi. Et c'est vrai que c'est long. Ce qui est long, c'est de trouver les preuves, et aussi de comprendre comment ça s'articule. Et le pourquoi de tout ça, parce que c'est quand même pas naturel ce qui se passe, quoi. Est-ce que quand tu as toutes ces informations, est-ce que les éditeurs te suivent quand même pour que tu puisses les écrire? Moi j'ai résolu le problème, c'est que en fait, j'avais un éditeur qui était fantastique, qui s'appelait Jean-Paul Bertrand, qui est lui qui m'a fait confiance pour sortir le complot mondial contre la santé. Il est mort. Et après j'ai décidé de monter ma propre édition. Et puis là, j'ai décidé sur ce dernier bouquin de m'associer avec Contre-Culture parce que ce sont des gens extrêmement gentils avec moi et qui sont extrêmement corrects et voilà, avec qui je m'entends bien et qui vendent beaucoup de livres. Et puis c'est vrai que le public qui achète Contre-Culture est déjà un public qui est un peu au courant de ce qui se passe.
Sinon, on s'était rencontrés aussi à la conférence, tu avais fait une grande conférence à la Main d'Or, où c'était la sortie de ton livre, où tu avais fait ça le comble d'ailleurs, qui était au courant de tout ça, mais il y avait des personnes qui venaient tout simplement pour t'entendre pour la première fois. Est-ce que ces personnes, quand elles sortent d'une telle conférence où il y a beaucoup d'informations choc, est-ce qu'elles vont te croire à 100% ou il y a un moment d'hésitation, il y a un moment de peur ou... Je suis pas du tout dans le fait de me croire ou de ne pas me croire. C'est un truc qui m'effleure même pas. C'est-à-dire que moi, je fais une enquête sérieuse. J'y passe énormément de temps. Je cherche les preuves. Si j'ai pas la preuve d'une info, parce que effectivement, au départ, tu regardes les choses sur le net. Sur le net, il y a de tout. Il y a des choses vraies, des choses fausses, des choses interprétées de façon délirante, etc. Si j'ai pas la preuve d'un fait, j'en parle même pas. Je l'oublie et je passe à autre chose. Et cela dit, il y a déjà tellement de trucs graves que c'est même pas la peine d'essayer d'en ajouter plus. Mais donc en fait, je me pose pas la question de savoir si les gens me croient ou me croient pas. Je pense que c'est pas moi qui suis la chose importante là-dedans. C'est que la seule chose que j'espère, c'est que quand les gens sortent d'une conférence comme ça, ils lèvent les yeux au ciel et ils regardent. Parce que s'ils regardent, ils vont voir. Si on regarde le ciel, on voit bien que c'est anormal. Après, qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas, c'est même pas la question. C'est pas une question de croyance. Quel pays as-tu le plus de liberté pour enquêter dans tout ça? Le Canada et les États-Unis. Les États-Unis, oui. Peut-être aussi, aux États-Unis, tout est libre. Hein, c'est-à-dire, ça m'est arrivé par exemple de contrôler, d'avoir des infos sur des sociétés qui faisaient des épandages. De pas savoir si c'était vrai, pas vrai, s'ils existaient, qui ils ont comme actionnaires, etc. J'ai appelé la chambre de commerce américaine, on m'a donné tous les renseignements sur ou ce qui correspond un peu à notre préfecture ici, qui s'appelle le secrétariat d'État, de l'État où étaient ces entreprises. On m'a donné tous les renseignements par téléphone. Alors qu'en France, si on appelle même pour demander le nom du chef de service, on ne nous le donne pas. Quoi. Et ces conférences, tu informes les gens de tout ça, mais est-ce que tu as eu la possibilité de parler avec des membres du gouvernement sur ces projets qu'ils ont, comme les chemtrails par exemple? Mais non, puisqu'ils disent que ça n'existe pas. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'ils nous mentent sciemment ou est-ce qu'ils sont vraiment très bêtes et on leur a dit que ça n'existait pas et ils le croient? Je pense pas non plus que ce soit leur... Je pense qu'ils sont évidemment au courant, parce que c'est l'espace aérien... dans tous les pays du monde, l'espace aérien est encore... appartient normalement à un pays, sauf que pour les pays qui sont dans l'OTAN, c'est pas spécialement vrai. Après, je sais pas, peut-être que c'est pas leur priorité non plus. Enfin, je veux dire, leur priorité, c'est souvent de se faire réélire. Oui, bien sûr. Et comment tu ressens les choses que tu as des thèmes aussi graves avec toutes les preuves et que les grands médias ne t'invitent pas pour en parler justement au grand public? C'est normal que les gros médias, les gens qui sont à ces jobs-là sont des gens qui sont complètement acquis au système et qui sont, d'ailleurs, on n'a qu'à voir. Là, on vient d'avoir un exemple avec le mec de l'antenne 2 de la météo. Il a osé l'ouvrir, dire qu'il en avait marre, qu'on l'oblige à raconter des mensonges. Il est le seul à avoir eu le courage de le dire, on l'a viré. C'est-à-dire, si ces gens, enfin je veux dire, parmi tous ces journalistes, il y a ceux qui ont fait allégeance complètement, qui sont aux réunions du Bilderberg, qui reçoivent les ordres d'en haut et qui font partie, parce que le Bilderberg, il en fait les puissants. Il y a ceux qui sont à la tête des États et qui vont appliquer la politique qu'on leur demande d'appliquer. Et puis il y a tous ceux autour, les autres cercles autour, comme les journalistes, certains industriels, etc., qui sont là pour aider à l'application. Donc, et bien sûr qu'ils ne vont pas dire ce qui se passe. Donc ils ne vont pas m'inviter pour dire maintenant, quand on est invité dans ces médias-là, c'est pour servir la soupe. Et donc tu nous parles beaucoup de chemtrails, donc ces épandages chimiques qu'on voit dans le ciel quasiment tous les jours. Mais beaucoup de gens se disent, mais pourquoi, quel est le but de tout ça?
tu pourrais leur dire quoi exactement? Alors, je ne sais pas déjà si les gens qui vont regarder cette vidéo savent quelle est enfin, les chemtrails, ce sont les avions qui passent, des avions qui passent et qui laissent des traînées, des chemtrails pour chemical trail, les traces chimiques, des traînées chimiques. Ce sont des avions qui passent dans le ciel et qui épandent sur nous des substances pas sympathiques. Et donc évidemment le discours le discours officiel, c'est que ça n'existe pas. Et quand ils acceptent de dire que la géo-ingénierie existe, ils disent que c'est pour épandre des substances qui empêchent le réchauffement climatique, pour lutter contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, le réchauffement climatique est devenu le nouveau business. Le nouveau business et le nouveau truc qui cache tout absolument. À un moment donné, c'était les OGM, maintenant c'est le réchauffement climatique. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voit dans le ciel. Et d'ailleurs, on voit les traces, on voit les quadrillages quand un jour où il fait beau, et quand il y a un jour où il fait beau, si on regarde dans les heures qui suivent, on voit des avions quadriller carrément le ciel, et à la suite de ça, on voit un couvercle, comme aujourd'hui, et ça, ce sont des épandages. Alors, c'était quoi la question? C'était quel était le but pour eux de faire ces chemtrails, justement? Alors, les buts, il y en a plein. Alors, donc, quand ils commencent à dire maintenant, à avouer que la géo-ingénierie existe, mais ils disent que c'est un plan B et qu'ils s'en sont pas encore servis. Le problème, c'est que tout ce qu'ils décrivent dans les brevets et quand ils en parlent, c'est exactement ce qu'on voit dans le ciel depuis pas mal d'années. En l'occurrence, nous, depuis qu'on a rejoint l'OTAN aussi. Hein. Et donc, ils disent maintenant que c'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'ils épandent des particules d'aluminium, que l'aluminium, les rayons du soleil, en se reflétant sur l'aluminium, repartent vers l'atmosphère et empêchent le réchauffement de la Terre. Le problème, c'est que quand on étudie bien la question, plus on épand, plus ça crée du réchauffement. Donc ça ne peut pas être pour lutter contre le réchauffement climatique, puisque plus ils épandent, plus ils réchauffent. Plus une arme militaire pour toi? Oui, bien sûr. Mais pour moi, je ne suis pas la seule. Oui. Enfin, il y a une dame qui s'appelle Rosalie Bertell, qui est une des plus grandes scientifiques américaines, qui est morte il n'y a pas longtemps, mais qui a été... c'est elle qui s'est occupée, qui a présidé toutes les commissions sur Tchernobyl, sur Bhopal, toutes les grosses tragédies, et qui disait avant de mourir que c'était forcément créé par l'armée, par les systèmes militaires. Parce que tu nous dévoiles aussi qu'il y a des nanoparticules dans les chemtrails et qui peuvent rester même plusieurs mois, voire plusieurs années dans les sols et dans les êtres humains. Et dans nous, oui. Apparemment, quand on lit les communications de certains grands scientifiques, comme Hildegard Steininger, etc., ils pensent qu'on est tous pollués avec les nanoparticules. Oui. Et tu crois qu'il y a un moyen qu'on peut évacuer tout ça ou pas du tout? Ou c'est fait en sorte que... Ah non, les nanoparticules, ça se fixe. D'ailleurs, je l'ai mis à un moment donné dans le livre, c'est hallucinant, parce que quand on regarde je ne sais plus quel organisme de santé en France qui parle des nanoparticules et qui met dans le paragraphe sur les nanoparticules, dit qu'effectivement, elles se collent au cerveau, aux parois, je veux dire, de nos organes, dans le sang, etc. Et c'est absolument pas interdit, donc c'est quand même bizarre, non? On va dire, je vais faire l'avocat de ceux qui sont les plus sceptiques. On se demande à quoi sert la haute autorité de santé. Je vais faire l'avocat de ceux-là qui sont un petit peu plus sceptiques, qui disent souvent cette phrase: s'ils nous contaminent, ils se contaminent eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ça? Oui, mais je pense que... le problème, c'est que les gens qui font ça, ils sont persuadés que c'est l'avenir de l'humanité. Nous, moi personnellement, et plein de gens comme moi, on trouve absolument dégueulasse de détruire la planète, de détruire... Il y a entre 200 et 400 espèces tous les jours, que ce soit animal ou végétal, qui disparaissent. Il y a
On le voit bien, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de papillons, enfin, les sols sont foutus, l'agriculture est foutue. Je veux dire, ce qui était normal et que je veux dire, Dieu nous a donné pour ceux qui croient, c'est plus normal maintenant. Maintenant, c'est un luxe d'avoir des poireaux normaux. C'est quand même dingue, non? Et ils ont absolument tout détruit, y compris la procréation animale. Je veux dire, on ne peut plus avoir un animal en bonne santé, ni élever, ni tuer convenablement. Et c'est pareil pour ça, mais eux pensent que c'est un progrès. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est... Moi, personnellement, je trouve que fabriquer des êtres humains dans des utérus artificiels ou dans des boîtes, je veux dire, sur des rayonnages et après leur implanter comment ça s'appelle, un ordinateur dans la tête, etc., je trouve ça démentiel. Mais eux trouvent que c'est le progrès. C'est ce qu'ils appellent le transhumanisme. Oui, le transhumanisme. Donc, je veux dire, le fait de recevoir des nanoparticules, de toute façon, eux auront des puces qui leur permettront de passer au travers, ce ne sera pas notre cas. Ils auront des puces où ils seront reconnus parmi les gens, parmi l'élite, pas nous, hein, donc on ne sera pas traité de la même façon. On voit déjà que sur pas mal de pays, on voit par exemple qu'il y a la puce électronique, la RFID qui arrive, et tu en penses quoi de ce procédé? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? C'est horrible. Mais enfin, je veux dire, ça arrive à grands pas, mais la puce RFID, Serge Monast, les premiers travaux étaient de Serge Monast en 93. Il a déjà dit qu'on était tous pucés, tous en train de se faire pucer, que c'était le but de l'élite. Ça a été repris par Aaron Rousseau quand il a parlé, quand il était bien en rapport avec Nick Rockefeller. Il dit qu'il lui a bien avoué que c'était le but de ces gens-là était de pucer l'humanité, de la contrôler, etc. Là, l'Obamacare, le plan de santé Obama, en fait, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde attentivement, pourront bénéficier de ce plan les gens qui accepteront d'être pucés. Et il y a une vidéo d'Obama qui dit vraiment face caméra que tout le monde doit être pucé, qu'on le veuille ou non. Ouais. Sauf que les puces sont aussi programmables à distance. Donc là, c'est pareil, on nous le vend en nous disant c'est génial parce que si vos parents sont Alzheimer, ça sert de GPS, ou si vous perdez votre enfant, au moins vous n'aurez pas d'angoisse. Si vous passez au supermarché, vous n'aurez plus besoin de passer les articles, la carte bleue. Voilà, toutes vos informations médicales seront dans la puce et tout. Ce qu'on oublie de nous dire, c'est que s'ils nous envoient un signal pour tous aller se balancer du haut d'une falaise, on va aussi y aller parce que c'est programmable a posteriori et à distance. Je crois que tous ces projets, c'est pour une destruction totale de l'homme et de la planète. C'est pour imposer un peu comme Monsanto avec leurs nouvelles graines, par exemple, au système alimentaire. Tout ça fait partie du nouvel ordre mondial pour toi? Ah bah oui, bien évidemment. Tu crois qu'on peut y échapper ou pas du tout? Bah, il faudrait qu'on se bouge. Qu'on se bouge, oui. Maintenant. Parce que plus ça va être compliqué dans la mesure où il y a de plus en plus d'enfants qui naissent autistes. Et qu'on est de plus en plus soumis aux ondes qui nous rendent pas spécialement intelligents. Le Wi-Fi, les ondes, les pesticides, enfin tout ce qui fait que notre cerveau travaille au ralenti. Aussi dans les épandages, il y a des substances qui défont nos brins d'ADN. Enfin, il y a plein de trucs où l'être humain ils sont en train de détruire l'être humain comme ils l'ont fait pour les autres espèces. Donc oui, si on ne se réveille pas tout de suite, il y a vraiment des soucis à se faire. Concrètement, qu'est-ce qu'une personne peut faire exactement à son niveau? Bah, déjà prendre conscience de ce qui se passe. Parce que si on n'en prend pas conscience, je sais que mes bouquins ne sont pas spécialement gays, mais si on n'en prend pas conscience, comment on peut lutter? Enfin, on ne se prépare pas pareil si on doit traverser un petit torrent à la nage ou à pied que si on doit traverser la Manche. Ouais. Il serait temps quand même de prendre... Moi, je ne comprends même pas que les gens ne bougent pas plus, quoi. Je veux dire, quand on voit que... Si je demande aux gens qui étaient de mon âge, à l'époque, combien il y avait d'autistes dans ta classe? On me dit aucun. Alors on nous dit oui, c'est parce qu'à l'époque,
on faisait pas, enfin la détection n'était pas, c'est pas vrai, il n'y avait pas d'autistes à l'époque. Et d'ailleurs quand on va chez les Amish ou dans des peuples qui ne font pas de vaccins, qui ne prennent pas de médicaments, etc., il n'y a pas d'autistes. Là, je veux dire, il y a encore quelques années, il y avait un autiste sur 10 000, après ça a été un autiste sur 1000, maintenant c'est 1 sur 58. Quand est-ce que les gens vont se réveiller? Et au contraire, bon, bah, quand on parle avec beaucoup de... Enfin, il y en a qui prennent conscience, mais il y en a tous qui sont complètement résignés. Ouais, mon fils est autiste, ma fille est autiste. Bon, ok. Parce que là, tu parlais des vaccins. Tu avais dit lors d'une conférence qui t'avait beaucoup marqué, c'était le Gardasil. Ah oui, oui. C'est ça qui t'avait fait un peu éveiller, on va dire. Non, d'abord, ça a été le H1N1, mais après, j'ai rencontré beaucoup de victimes du Gardasil, oui. Et donc là, c'est pareil, c'est un mensonge absolument incroyable. Quand on voit ces petites filles et l'état dans lequel elles sont, et même si c'est pas, si effectivement on peut pas dire, et pour cause, qu'il y a une relation de cause à effet prouvée, je veux dire, quand dans le sillage d'un même vaccin, il y a autant de gens qui sont malades, qui développent les mêmes maladies terribles, la moindre des choses, c'est que le principe de précaution devait être appliqué et qu'on arrête le temps de faire d'autres recherches. Simplement, comme ils n'ont pas l'intention de faire les recherches, ils n'ont pas l'intention non plus d'arrêter. Est-ce que toi-même tu te vaccines maintenant ou tu as arrêté complètement? Bah, bien évidemment, je ne me vaccine pas. C'est un conseil que tu donnerais aux gens? Mais je ne suis pas là, moi, pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je me bats toute la journée contre les gens qui imposent aux autres leur façon de voir. C'est certainement pas pour moi dire aux gens faites ça ou faites ça. Moi, je fais un boulot. Après, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Tu veux que les gens soient libres dans leur pensée et dans leur choix. Tant qu'on n'en arrivera pas là, on sera en train de subir. Je veux dire, si on veut que les gens se réveillent et qu'ils deviennent autonomes, c'est pas pour leur dire voilà, vous arrêtez de prendre le gouvernement comme gourou et vous me prenez moi. Moi, je suis rien là-dedans. Je suis juste quelqu'un qui a fait un boulot et les gens doivent se faire leur propre opinion. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure si on me croit ou si on ne me croit pas. Justement, je veux pas qu'on me croie. Je veux que le travail que j'ai fait serve à quelque chose et que ça permette aux gens d'aller s'informer et surtout qu'ils ne me croient pas. Qu'ils aillent chercher comme moi les preuves et qu'ils se fassent leur opinion. Sinon, moi, je vais dire ça aujourd'hui. Il y en a qui vont me croire et ils vont croiser quelqu'un d'autre qui va leur dire autre chose demain et ils vont aussi le croire. Et non, si on veut s'en sortir, il faut que les gens arrêtent d'être des girouettes. Et tu penses que chacun, s'il veut vraiment chercher les réponses, ils peuvent les trouver dans des livres, sur Internet ou ailleurs? Bah, oui, bien sûr, comment j'ai fait moi. Ouais. Ça, parce que souvent les gens disent oui mais on peut pas, sur Internet tout est faux, tout est ceci, on n'a pas les vraies réponses. Ah bah oui, mais c'est sûr que si on ouvre Internet et on regarde 3 trucs et on dit ouais il a dit ça, ok c'est ça la vérité, évidemment ça marche pas comme ça. Mais c'est pareil, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire même avant Internet, si on lisait le livre de Karl Marx, on n'avait pas la même version que si on lisait un livre d'un mec qui était pour le libre-échange. Après, sauf qu'à l'époque, on nous disait bien qu'il fallait réfléchir. Maintenant, on nous dit le contraire. Surtout, réfléchissez pas, regardez la télé, on vous dit quoi penser, quoi manger, comment vous tenir. C'est de ça qu'il faut sortir. Aujourd'hui, tu te sens libre? Malgré que tu sois éveillé Je me sens libre. Non, puisqu'il y a des gens qui décident... L'article 3 de la Constitution, c'est dire justement qu'on a... Tout individu a droit à la sûreté de sa personne, à la santé, etc. Est-ce qu'on y a droit? Parce que, et après, il y a aussi Nuremberg, je veux dire, le code Nuremberg qui dit qu'on n'a pas le droit d'imposer à un être humain quoi que ce soit sans son consentement libre et éclairé. Quand on prend des épandages toute la journée sur la tronche, on ne peut pas dire qu'on est libre. On ne nous demande pas notre avis. Est-ce que après ce livre, tu as d'autres projets de livres? Tu as le tome 2? Non. Là j'en ai vraiment... j'ai vraiment travaillé comme une dingue pendant 3 ans et j'ai envie de faire n'importe quoi, du jardinage, d'élever des lapins, tu vois, mais faire de la déco. Ça t'a mis un coup au moral quand même de trouver tout ça? Oui. Que c'est un peu inhumain, on va dire. Oui, ça m'a mis beaucoup de coups au moral. C'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps. C'est qu'il y avait des fois,
saturée et choquée par ce que je trouvais. Le temps que ça fasse son chemin dans ma tête, ça m'est arrivé d'arrêter le bouquin. Pas parce que je voulais arrêter de l'écrire, mais parce que je pouvais pas digérer ce que j'apprenais. Ouais. Et quand tu as de telles informations et que tu n'as pas encore divulgué, que ton livre n'est pas encore sorti, et que tu sais 99%, 98% de la population ne le sait pas encore, hein, est-ce que tu te sens pas un peu seul au monde? Ou avec une pression énorme sur toi? J'ai 2-3 copains à qui je peux le dire. Ouais. Et donc non, seul au monde, non. Non. Où est-ce qu'on peut te suivre maintenant sur Internet? Tu as un site Internet à toi ou pas? Oui, j'ai un site qui s'appelle clairesevrac-rebellion.com. D'accord. Et puis j'ai des pages Facebook. Aussi. Donc tes projets de livres, pas tout de suite. D'abord, ah non, là ça va, j'ai écrit suffisamment. Non, c'est vachement difficile ce genre d'enquête parce que écrire, bon, c'est une chose, écrire, je sais le faire, c'est mon métier, mais le problème, c'est de trouver les infos, de trouver les preuves, et quand on a une intuition, de trouver... on part à l'aveuglette, enfin moi je pars à l'aveuglette, je suis partie sur cette enquête parce que le jour où j'ai su que Monsanto avait breveté des plantes qui résistaient à l'aluminium. Mais après, donc ça c'est le point de départ. Après il faut chercher pourquoi, comment, mais je pars comme tout le monde qui ouvre la première page de mon livre. Moi je suis partie de la même façon, mon enquête c'est comme, quand on ouvre mon livre, c'est le départ de mon enquête, et après je suis le chemin, je fais des rapprochements, je me dis en telle année j'ai vu ça, mais ça c'est pas possible parce que, voilà. Par exemple, quand on nous dit que ce sont des avions de ligne et que c'est normal, au bout d'un moment on se dit mais non, c'est pas normal, puisque les avions de ligne volent obligatoirement à plus de 8000 mètres. C'est pas normal qu'on les voit quand ils épandent. C'est pas les traînées chimiques, enfin les traînées de condensation des avions normaux, elles se défont au fur et à mesure. Celles-là se défont pas. Et quand on regarde bien le ciel les jours où ils épandent, on voit les quadrillages, on voit les avions. Il y en a qui font demi-tour, enfin qui quadrillent comme ça. Donc je me dis, mais moi j'ai pris l'avion pendant des années de ma vie, comme je prends ma voiture en ce moment. Je me dis, mais jamais l'avion a fait demi-tour. Est-ce que tu penses que les pilotes d'avion sont conscients ou ils savent ce qu'ils font? Oh, il y en a qui le savent, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas aussi. Je crois que c'est des petits groupes où chacun ne sait pas trop ce qu'il fait. Oui, mais d'ailleurs, Brzezinski l'avait dit dans son bouquin Between Two Ages, il avait dit que c'était l'arme absolue. Le climat deviendrait, la manipulation climatique deviendrait l'arme absolue pour l'Amérique, et que surtout c'était une guerre super parce que, les gens ne seraient pas au courant qu'ils étaient en guerre, qu'on était en guerre, donc ils n'ont pas à dealer avec les opinions publiques. Et ensuite, le fait que très peu d'experts auraient à être au courant pour mettre ce genre de choses à exécution. C'est vrai. À partir du moment où les avions sont conçus pour épandre, etc., le pilote, il arrive, bon, il y en a qui sont au courant, hein, parce que j'en connais, moi, et les mécaniciens aussi, il y en a qui sont au courant, mais qui ne sont pas censés parler puisqu'il y a des clauses de confidentialité, etc. Mais il y a aussi plein de pilotes qui arrivent, qui s'assoient dans leur fauteuil de commande et qui font se lever l'avion, enfin décoller l'avion sans savoir ce qu'il y a dans les réservoirs prévus à cet effet-là. Ouais. On a oublié de dire, c'est que tu nous as parlé aussi du projet HARP qui est souvent lié au chemtrail. Ouais. Bah oui, il est complémentaire, parce que sans le projet HARP, les épandages servent le projet HARP, et le projet HARP appuie ce qui se passe par les épandages. Ouais. Parce que la version officielle de HARP aussi n'est pas la même que la version officieuse, on va dire. Oui, mais enfin rien, quand tu regardes l'ONU, la version officielle, c'est que comme ça, il n'y aura plus jamais de guerre dans le monde. Évidemment que tout le monde a trouvé ça très beau après la Deuxième Guerre mondiale, mais combien de guerres l'ONU a empêché depuis? Aucune. Aucune, oui.
Donc voilà, après on nous a parlé de l'OMS en nous disant comme ça, tout le monde aura droit à la santé dans le monde entier, etc. Après de l'OMC, ben, comme ça tout le monde aura libre accès à tous les produits de la même façon dans le monde entier. S'ils nous disaient les vraies motivations, tout le monde descendrait dans la rue. Mais chaque fois ils nous le vendent avec une motivation extraordinaire. Qui ne veut pas la paix? Qui ne veut pas que tout le monde puisse avoir accès aux médicaments? Bon, le problème, c'est que c'était pas du tout ça. C'était juste pour qu'eux puissent vendre leurs saloperies dans le monde entier. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe. Donc là, c'est pareil. C'est pareil. Ils nous disent toujours, ils nous donnent toujours des bonnes raisons et des choses jolies, quoi. Et comment on peut réveiller? Parce qu'on voit par exemple l'affaire Charlie, en quelques heures, des millions de Français étaient dans la rue. Et pourquoi maintenant on n'arrive pas à mettre toutes ces personnes dehors aussi pour aller contre ces systèmes de harpe, de chemtrails et tout ça? Ouais, mais ça, c'est une vieille... enfin, je veux dire, c'est un autre métier. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec Je suis Charlie, c'est les mêmes manipulations qui datent d'il y a 50 ans. Ça vient de l'Institut Tavistock et de l'Institut Berlin et tous ces instituts de manipulation du mental humain et de manipulation des foules qui datent avant Hitler, avant le nazisme. Le nazisme, ça a été importé d'Angleterre en Allemagne. Mais je veux dire, c'était déjà des instituts qui travaillaient sur comment manipuler les foules. Donc là, Je suis Charlie, c'est vrai que c'était un super exemple. Parce que l'attentat n'était pas fait qu'on a commencé à nous dire « Je suis Charlie ». C'est-à-dire, voilà, il faut que vous pensiez comme ça et que votre émotion soit canalisée comme ça, etc. Bon, y a les gens qui sont conscients et puis il y a les gens qui ne sont pas conscients et qui... Enfin, maintenant, s'ils ne sont pas conscients qu'on est manipulé, c'est quand même grave, ceux qui n'en sont pas conscients. Parce que c'est pour tout pareil, je veux dire. En tout cas, le site penserlibrement.fr va suivre tes projets et mettra toutes les infos sur notre site. Et puis, on te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview et on te souhaite beaucoup de succès et de réussite dans ton jardinage et tes lapins. Car tu es un exemple pour nous, en tout cas. Merci à vous et merci à Penser Librement et à tous qui regardent aujourd'hui. Alors, bougeons-nous et puis à bientôt. À bientôt, Claire. Merci.